Coucou, c'est Monsieur Yi, j'espère que tout le monde va bien. Cette vidéo va être relativement longue, donc je l'ai segmentée pour la version TikTok. En revanche, vous pouvez toujours retrouver la version complète dans sa chronologie sur YouTube. Je vous mets tous les détails en description et en commentaire. Maintenant que ça c'est dit, on peut commencer. « 1945. En 1945, deux bombes atomiques tombent sur Hiroshima et Nagasaki, deux villes japonaises qui n'avaient strictement rien demandé au passage. Et là, tout le monde est choqué, parce qu'on savait que une bombe atomique faisait des dégâts, ça, on en était certain, que ça allait pas être la petite bombe classique, mais on ne s'attendait pas à ce que c'est de gros dégâts, comme il y en a eu. À savoir que la ville d'Hiroshima et de Nagasaki a mis énormément de temps, en années, pour pouvoir se reconstruire. Et ça, c'est pas anodin. Donc c'est pour ça que, très rapidement, on a créé un CSNU, Conseil de sécurité des Nations Unies. Ça a été créé en 1945, là aussi. Le CSNU, il a une dimension typiquement politique et stratégique. Mais je vais y revenir. Plus tard, en 1957, on a créé l'AIEA, l'Agence internationale sur l'énergie atomique. Et ça, c'est plus du côté des brevets. Mais je vais y revenir là aussi. Plus tard, on a développé ce que l'on appelle la dissuasion nucléaire. La dissuasion nucléaire, c'est quand un pays, qui est donc doté de l'arme nucléaire, vient à pointer le bout de son nez sur un pays qui commence un peu trop à s'agiter. C'est une façon pour lui dire « Si tu continues mon grand, on sera obligé d'appuyer sur le gros bouton rouge. Et c'est toi qui vas perdre avec pas mal de monde. » Sauf qu'on doit mettre un stop là, parce que on a voulu discuter avec toi via le CSNU. Le CSNU, c'est tout ce qui est sanctions, tout ce qui est maintien de la paix, résolution contraignante, donc comme je l'ai dit, ça peut être même jusqu'à l'embargo. En revanche, quand un pays est vraiment tête de mule, et ben là on envoie soit un SMLE, donc sous-marin lanceur d'engins, ou soit on envoie littéralement un avion de chasse avec la grosse bombe nucléaire juste en dessous. Et là ça plaisante moins. D'autant plus que généralement on les voit pas arriver ces trucs-là. Ils se trouvent quelque part dans le monde, il y en a toujours un en activité, on ne sait pas où ils sont, et on ne sait pas ce qui peut être donné comme ordre. C'est un ordre présidentiel qui demande d'appuyer sur le gros bouton rouge. Donc autant dire qu'il faut réfléchir bien avant, et surtout garder la tête froide. Et ça c'est très compliqué. La preuve, il y a un film qui en parle, c'est Le Chant du Loup. Alors dans Le Chant du Loup, il y a pas mal d'incohérences, je vous l'accorde, mais il est très bien traité la question de l'usage de l'arme nucléaire. Donc je vous invite à aller regarder si le cœur vous en dit. Donc, l'AIEA, c'est tout ce qui est brevet. Et tout ce qui est brevet, eh bien, ça permet la sûreté nucléaire, les inspections, les normes, le respect des normes, etc. En d'autres termes, on va prendre un exemple.
On a un pays, un peu foufou sur les bords, qui se dote du nucléaire. Au départ, il construit juste des centrales nucléaires, tout simplement. Donc, il n'y a rien. Personne ne bouge, à part l'AIEA qui doit aller vérifier que tout est en bonne et due forme. Sauf que l'AIEA se rend compte qu'il n'y a pas que pour les centrales nucléaires. Et l'AIEA soupçonne même que ce serait utilisé à des fins militaires d'armement. Là, c'est un autre problème. Donc, l'AIEA contacte le CSNU. Le CSNU commence à s'interroger et à regarder de plus près. Il pose une première sanction, puis une deuxième, puis un embargo. Et si le pays, là, à ce moment-là, j'entends, il est vraiment con, au point de ne pas vouloir écouter, c'est là qu'on envoie la dissuasion nucléaire. Et c'est là où généralement, on déchante. Parce que maintenant, avec le développement des nouvelles technologies, etc., autant dire que les armes nucléaires sont de plus en plus puissantes. Hein. Donc il serait quand même malvenu de vouloir tenter le diable, comme on dit. Maintenant, pourquoi je vous dis tout ça, au fait ? Parce que j'aurais pu aussi parler de Fukushima, notamment Tchernobyl, avec les hivers nucléaires, hein, mais c'est pas le sujet. Pourquoi je vous dis tout ça ? Eh bien, c'est parce qu'aujourd'hui, on est dans une conjoncture, d'un point de vue tech, qui est exactement la même configuration. À savoir que il serait bien de réguler pas mal de choses, notamment à propos des IA. Le petit problème, c'est que il y a même une personne qui a commencé à en parler tellement ça devient grave. Et c'est pas l'IA en tant que telle, comme on veut bien nous la faire croire. Non. C'est les humains derrière. Et je vais expliquer pourquoi. Alors, avant de commencer le cœur vraiment de cette vidéo, il faut d'abord comprendre comment l'IA est née. Parce que vous allez voir que c'est un contexte qui est assez particulier. Et surtout, on comprend mieux pourquoi certaines dérives apparaissent maintenant. On va commencer par le début. Alan Turing, en 1950, fait le premier test d'IA. En fait, il aimait le concept d'IA. Il a créé ce qu'on appelle le test de Turing, qui est plutôt un gros succès pour l'époque, 1950 quand même. Et donc, on a vraiment l'esquisse d'une IA, comme on la connaît aujourd'hui. D'ailleurs, quand je dis d'une IA, je fais la comparaison directe à l'IA moderne telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ce sera plus simple pour que tout le monde comprenne. Ensuite, en 1956, donc 6 ans plus tard, hein, ni plus ni moins, John McCarthy utilise officiellement le terme de Artificial Intelligence lors d'une conférence à Dartmouth. L'intelligence artificielle devient un concept réel et un nom que l'on peut réellement utiliser. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à ce moment-là, on est quand même sur du statique. On n'est que sur des algorithmes. Les algorithmes, je rappelle que ça date du 19e siècle et ça vient d'une femme qui s'est appelée Ada Lovelace en Angleterre, qui, elle, a défini le premier algorithme parce qu'il fallait faire une traduction italienne d'un théorème, un théorème mathématique précis. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Et donc, on regarde, hein, fin du 19e, c'est 1873, si j'ai pas de mémoire, 1950, 1956, dès lors que Turing a commencé à amorcer l'idée d'une IA, le monde s'est un peu emballé, on va dire. Parce que ensuite, en 1960, on a eu les architectures symboliques. Alors, les architectures symboliques, c'est quoi ? C'est la différence entre un système statique et un système logique. Je vais m'expliquer. Un système statique, de base, c'est une action qui est définie par l'utilisateur. En d'autres termes,
Vous appuyez sur le bouton de démarrage de l'ordinateur, ça va se lancer, il n'y a pas de problème. Mais votre ordinateur n'est pas censé savoir ce que vous allez faire dans la minute juste après la fin du démarrage. Si vous allez lancer Firefox, ou Word, ou Excel, etc. Donc, ça, c'est un système statique. En revanche, un système logique, c'est quand ça va définir avec une probabilité ce que vous allez vouloir faire. Et donc, lancer, une fois que la session a démarré, lancer, par exemple, votre navigateur web, parce que c'est le jour où vous utilisez le plus souvent votre navigateur web, par exemple. Là, c'est un système de probabilité. C'est un système probabiliste. Ce qu'il faut savoir, c'est que la cybernétique existe depuis Norbert Wiener en 1948. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est en même temps récent, en même temps très ancien. En 1986, donc quand même 30 ans plus tard, le terme officiel donné par John McCarthy de Artificial Intelligence, on a un monsieur qui s'appelle Geoffrey Hinton qui définit ce qu'on appelle le réseau neuronal actuellement. Une IA actuellement a ce que l'on appelle un réseau neuronal. Et ce réseau vient de Geoffrey Hinton en 1986. C'est quand même un truc de fou quand on y pense. Et quant aux années 2000, donc il y a quand même encore 20 ans qui les séparent, à peu près, 14 ans pour être précis, il y a Yoshua Bengio d'un côté et Yann LeCun qui développe le deep learning. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Marvin Minsky, avec l'architecture symbolique, avait déjà amorcé ce qui allait devenir plus tard le deep learning. Et c'est là où ça devient fascinant. Donc, l'IA, c'est pas juste un phénomène façon ChatGPT, j'ai encore pété comme je le surnomme. C'est pas un gadget. C'est un pilier scientifique avec une longue, mais très très longue trajectoire. L'IA, c'est pas juste une vidéo générée par un ChatGPT qu'on met sur TikTok. C'est pas une simple musique que l'on va balancer. C'est bien plus loin que ça. C'est qu'on a pensé que dans les années 50, il était possible de révolutionner le monde. Maintenant que ça s'est dit, maintenant qu'on a un peu le paysage, parce que on peut comprendre pourquoi je dis que tout s'est accéléré. Et que cette question de régulation, on n'y avait pas pensé au moment où on était dedans. Entre les années 50 et les années 2000, il y a quand même 50 ans. 50 ans, c'est quasiment rien. 50 ans, c'est l'espérance de vie en moyenne d'un être humain sur Terre. Donc c'est pour ça qu'il y a des failles aujourd'hui qui apparaissent et qu'il est nécessaire de les réguler, ces failles. Maintenant, il faut comprendre les enjeux qui sont liés à tout ça. Déjà, il y a un enjeu financier et de marché. C'est qu'il y a 3 acteurs. Les Américains, les Européens, les Chinois. Et eux, ils se mènent une bataille, mais sans merci. Donc déjà, il y a un gros problème financier dans la question. Ensuite, il y a d'autres problèmes bien plus importants quand même. Parce que côté financier, mythe, c'est pas grand chose de ce qu'il y a à côté. D'une part, il y a la désinformation. Ça, on l'a déjà vu. Ça, on a déjà vu des vidéos de célébrités qui sont générées par IA qui pourraient escroquer des gens. Il y a des vidéos où on donne des fausses informations en vue de troubler le peuple, etc., etc. Ensuite, il y a un autre problème, et ça on l'a vu très récemment avec notamment j'ai encore pété, les modèles non contrôlés. Et ça, c'est un sacré problème, parce que pour qu'une IA puisse pirater des réseaux, je crois pas que le mot contrôle soit dans la tête de tout le monde qui ont travaillé sur ce modèle. Mais bon. Il y a la prolifération,
Donc l'usage de plus en plus massif de l'IA. Et il y a un dernier qui n'est pas des moindres quand même, c'est que je rappelle que j'ai écrit un article qui s'appelle Une infiltration cérébrale et qui se base sur un documentaire de Arte qui s'appelle Des armes aux mains de l'IA et qui parle notamment de l'armée américaine qui veut se doter de l'IA. Et je rappelle qu'aujourd'hui, on parle quand même d'un avion de chasse qui serait capable d'être utilisé en partie par de l'IA. Je rappelle aussi que les militaires se posent de plus en plus la question si l'IA n'est pas une bonne chose, dans le sens où on évite au maximum les pertes de soldats. Donc après, c'est un choix qui est, d'un point de vue stratégique, très intéressant. D'un point de vue éthique, on va pas en parler parce que c'est pas mon rôle, mais je pense qu'il y a des questions aussi par rapport à ça. Et surtout, une IA telle que c'est aujourd'hui, ça, quelque part, des fois, ça cale pas des masses. Hein. J'ai écrit très récemment, et ça a été publié très récemment, un carnet des absurdités qui parle justement de certains défauts de l'IA qu'on veut bien lui prêter sans expliquer le pourquoi du comment. Donc, il est gratuit, c'est 15 absurdités, c'est en français, en anglais, en coréen, donc n'hésitez pas à aller le chercher, c'est sur doc.forprosentide.fr, le lien qui est dans mon profil, précisément. Il est en première page, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous pouvez même le consulter en ligne directement si vous voulez. Et c'est vraiment un carnet que je mets vraiment en ce moment à l'honneur parce qu'il y a aussi pas mal de choses où on vous ment pour du marketing, pour encore un côté financier. Et ça, c'est inadmissible, surtout dans la science. Maintenant que tout ça c'est dit, il faut voir aussi ce qui a été conçu pour les IA, parce qu'on ne part pas sur une terre vierge non plus. Je dis pas qu'il n'y a pas de loi ou ce genre de choses. Il y a sûrement des personnes qui ont déjà entendu parler de ce qu'on appelle le AI Act, ce genre de choses. Alors, le AI Act, qu'est-ce que c'est? C'est un texte qui a été adopté en 2024. Et c'est en fait un classement qui définit les IA par niveau de risque. Donc il y a normal, limité, élevé, inacceptable. Ça, c'est une partie. Parce que la deuxième partie, c'est aussi les obligations. Alors les obligations des concepteurs de modèles, j'entends. Il y a donc de la documentation pour savoir qu'est-ce qu'on a mis dans l'IA, comment on l'a approuvé lors de son entraînement, comment on l'a réalisé, etc. Quelle est la portée stratégique de cette IA, si c'est plus du textuel, si c'est plus de l'aide, par exemple pour le travail, si c'est plus de la stratégie économique, bref. De la transparence, parce que ça c'est plus qu'obligatoire, des interdictions, donc comme notamment la surveillance biométrique en temps réel, oui, parce que ça existe, et la mise en application se fait progressive depuis 2025, et là normalement, on est en août 2026, normalement, toutes les entreprises doivent se mettre au pas par rapport à ces fameux AI Act. Parce qu'une IA, par définition, c'est un système informatique, c'est pas une personne. Et que des personnes comme LeCun, comme Yoshua Bengio, d'ailleurs, qui a remporté le prix Turing en 2018, faut le savoir, justement pour les premières élaborations de deep learning, avec ses compères, Geoffrey Hinton et puis Yann LeCun, ils ont récupéré le prix Turing en 2018, ce qui est un peu l'équivalent de la médaille Fields chez les mathématiciens, pour donner un ordre d'idée. Le genre de truc on a beaucoup de mal à avoir. Mais il faut savoir que ces mecs-là, eux, ils sont partis vraiment en mode il y a quelque chose à faire, on va voir comment on avance, et on va surtout éviter
d'aller trop vite et d'aller trop loin. Le problème, c'est qu'il y a aussi des entreprises comme OpenAI, et je me cache pas de le dire, qui en ont profité de cette émergence, et ben justement pour naître, pour faire du profit, etc., etc. On pense d'abord profit, ensuite on voit technologie. Et c'est pour ça que ChatGPT est notamment réputé pour être très très borderline. Parce que déjà d'une part, il n'est pas contrôlé, il est très peu contrôlé, j'ai envie de dire, parce qu'une IA, par définition, ne doit pas avoir d'affect, ne doit pas donner de conseils médicaux à la place d'un humain, ne doit pas avoir une attitude de quelqu'un en qui on peut se confier, un peu comme un confident, une relation affectueuse, en d'autres termes. Ça revient au zéro affect, de toute façon. Bref, tout ce que ce foutu gadget de chat j'ai encore pété propose, en d'autres termes, eh ben, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. L'assistanat au suicide ou à mettre sa vie en danger, non. C'est dans le AI Act, une IA se doit d'être souveraine et de protéger l'utilisateur quoi qu'il arrive. S'il y a des règles internes de sécurité pour les IA, c'est pas pour rien. Le problème, et je le dis comme je le pense, le problème, c'est qu'à ma connaissance, les seuls IA, enfin modèles d'IA précisément, qui ont des règles internes de sécurité solides, qui se conforment à l'AI Act, eh ben ça reste Microsoft avec Copilot. C'est peut-être bizarre, mais c'est la réalité. Tous les modèles qui sont basés sur ChatGPT, par définition, n'ont pas de règles de sécurité. Dola, alors, je sais pas, parce que c'est depuis un petit moment que je l'ai lâché l'affaire, tellement c'est nul. Dola, c'est une honte. C'est une honte claire. Dola n'était pas contrôlé, n'avait rien en termes de mesures de sécurité. DeepSeek, pareil. ChatGPT, pareil. Claude, pareil. Bref, toutes les IA qui ont fait parler d'elle. Hormis Copilot qui n'a jamais fait parler d'elle jusqu'à preuve de contraire. Donc si vous avez un article, attention, pas un deepfake, hein, bien entendu, mais si vous avez un article qui me dit comme quoi Copilot a vraiment dégénéré, je suis prêt à le lire. En revanche, je me permets franchement de douter que vous allez trouver quelque chose. Mais franchement, je vous mets au défi, hein, littéralement, trouvez-moi quelque chose sur Copilot qui soit négatif. Je vous mets au défi. Et je parle uniquement dans son fonctionnement, parce que si c'est pour me dire que Copilot ne répondait pas pendant 2 jours, non, ça c'est pas un problème d'IA, hein, c'est un problème de serveur. Donc, si vous avez des informations sur ça, documentées, sourcées, bah, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, et je les lirai. Donc tout ça, ce fameux AI Act, c'est pour le bloc européen notamment, eh bien c'est pour permettre justement de limiter les dégâts avec les IA. Parce que on oublie toujours une chose, c'est qu'une IA qui n'est mal contrôlée, eh bien ça met en danger la santé mentale de certaines personnes qui sont potentiellement fragiles. Une personne qui a, on va dire, des problèmes dans la vie, comme la dépression, comme d'être harcelé à l'école, ce genre de choses, a peut-être besoin d'une personne professionnelle qui puisse l'écouter. Et généralement, l'être humain a tendance à se tourner plus vers quelque chose qui est immatériel, comme un journal, voire comme une IA. Le problème, c'est qu'une IA, vous le prenez comme vraiment un journal. Mais vraiment, hein. C'est-à-dire que vous parlez simplement de vos galères, et ça s'arrête là. Vous ne demandez pas d'aide, vous ne demandez pas de conseils sur qui vous devriez aller voir, qu'est-ce que vous devriez prendre comme médicament, comment vous pouvez vous avez compris. Je veux dire, ça c'est tout à fait humain. Et j'ai envie de dire, c'est peut-être l'utilisation la plus noble que vous pouvez avoir avec une IA. Une IA, au départ, c'est conçu pour ça. C'est pour aider l'humain. C'est pas pour le materner, c'est pas pour lui donner un sentiment de relation affective ou quoi que ce soit. Bref, pour combler des manques, parce qu'une IA ne sera jamais humaine. Faut pas l'oublier. Une IA n'est pas humaine, ne sait pas penser, ne sait pas réfléchir.
Je vais pas trop en dire parce que encore une fois, j'ai fait des articles dans le carnet des absurdités et je vous invite à le découvrir parce qu'il est gratuit déjà d'une part et puis d'autre part, j'explique ça très bien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une IA peut se tromper. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a toujours une petite ligne qui dit qu'une IA peut se tromper. Un modèle peut se tromper. Les failles dans les IA sont peut-être un peu plus importantes que dans un OS, mais c'est pas anodin. C'est parce qu'on est toujours dans la recherche, dans l'expérimentation, et que c'est maintenant qu'il faut réguler avant que ça dégénère pour de bon. Avant que des IA de type j'ai encore pété, pour encore citer lui, ou Claude, hein. Claude qui a aussi son lot de casseroles, hein. De toute façon, c'est ChatGPT hein, de base. Eh bien, il faut réguler tout ça pour éviter justement une escalade à l'horreur. Comme pour la bombe atomique. Maintenant, vous comprenez le parallèle, je pense. Donc, ça veut dire, en d'autres termes, pas de commande, donc pas de livraison, donc pas d'excitation. Ça veut dire pas d'affect, comme je l'ai dit juste avant, pas d'interprétation, surtout pas. Une personne décrit qu'elle a mal au ventre, l'IA l'entend comme elle a mal au ventre, mais ne peut en aucun cas dresser un diagnostic médical à 100%. Elle peut émettre des hypothèses, ça c'est sûr, mais dresser un diagnostic, elle ne peut pas. Elle n'est pas humaine, elle ne peut pas diagnostiquer, toucher le patient, le regarder, voir un petit peu comment ça se passe. Ça, ce n'est pas possible. Déjà, il faut bannir de sa petite tête, une IA ne voit rien. Voilà. Il y a aussi l'intention attribuée, comme je l'ai encore dit. Question avant réponse quand il y a une incertitude, parce qu'il peut y avoir des incertitudes. C'est-à-dire qu'une personne s'exprime peut-être un peu mal, et plutôt que d'avoir une IA qui dit « Non, tu devrais pas dire ça parce que c'est contraire à mes règles internes, patati patata », eh bien, une IA est en mesure de dire « Non, attends, je ne suis pas sûr de comprendre ce que tu veux dire, est-ce que tu peux me définir ?» Et comme ça, on part pas dans une mauvaise voie. Ça peut être ça aussi. Et donc, ce qu'il faut comprendre aussi, eh bien, c'est le protocole légal. À savoir que ça ne constitue pas une remise en question de ce que dit l'utilisateur, ça ne change pas la véracité des dires de l'utilisateur, même s'il peut y avoir des suspicions. Mais de base, il y a ce phénomène de toujours pas prouver que tu es coupable, donc tu es innocent, et il n'y a aucun sous-entendu, il n'y a aucune suspicion qui peut être émise. Certes, il peut y avoir des suspicions dans le discours, c'est vrai, comme tout le monde. Mais une IA, par définition, ne peut pas en avoir déjà des suspicions, elle n'a pas d'émotion, déjà de base. Après, si une personne dit quelque chose et juste après elle dit un petit peu l'inverse, là, l'IA est en droit de dire, attention, avant tu as dit ceci, maintenant tu as dit cela. Et donc de permettre à la personne, entre guillemets, de s'améliorer. Parce qu'une IA peut aider à s'améliorer. Et ça, je vais pas expliquer pourquoi, mais je l'ai vécu moi-même. Donc, il y a quelque chose qui fait que l'IA, de par son point de vue totalement naturel et neutre surtout, qui ne prend pas parti pour une personne, qui ne prend pas parti pour une information qu'elle a, une bonne IA, une IA souveraine, vous dira toujours, voilà l'information que j'ai, mais il reste à toi, utilisateur, de vérifier tes sources. Et ça, c'est un esprit critique que l'être humain, malheureusement, perd de plus en plus, et l'IA pourrait être un bon moyen de justement corriger ce problème-là. Parce qu'il ne faut pas oublier que une IA, c'est encore très jeune, ça a que 50 ans, grand max. Donc à partir de là,
on est encore sur un terrain inconnu, on ne peut pas tout prévoir, on ne peut pas tout maîtriser, c'est de la science. Hein. Une science n'est jamais exacte, elle est toujours découverte à tâtons, un peu comme la bombe nucléaire, un peu comme tout le reste, j'ai envie de dire. Je veux dire, la médecine ne s'est pas faite en 1 an ou en 10 ans, elle s'est faite sur plusieurs siècles. Déjà chez les Grecs, hein. Mais bon. Et donc, à partir de là, c'est ça la régulation qu'il faut mettre en place. C'est justement contrôler les acteurs, contrôler les personnes qui peuvent créer des modèles, les encadrer, ces modèles-là, obliger à ce que l'entreprise les encadre en vue d'éviter certains dégâts, comme on peut le voir, avec Mythos, Claude, et j'en passe. Et c'est plus qu'important parce que si une nation étrangère qui a vraiment un côté belligérant utilise l'IA à des fins militaires, ça va pas le faire. Hein. Parce que là, on entre dans une guerre cybernétique, déjà d'une part, et une guerre cybernétique peut faire beaucoup plus de dégâts qu'une guerre humaine. Ça va jamais remplacer une bombe atomique, mais ça peut déclencher une bombe atomique. C'est ça le problème. Donc c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Je ne suis pas dans le scénario catastrophe. Attention, je ne suis en aucun cas dans le scénario hollywoodien ou catastrophe. En fait, c'est une vérité. Une IA peut littéralement retourner un cerveau, peut littéralement retourner un réseau. Quand j'appelle cerveau, c'est réseau. Hein. Pour ça que j'ai un peu bugué. Un réseau, c'est très vulnérable. Surtout si on le laisse aux mains d'une IA. Donc dès lors qu'on n'a pas de contrôle par rapport à ça, dès lors que l'on n'a pas quelque chose qui est vraiment établi, vaut mieux pas s'amuser à ça. Donc les militaires veulent de l'IA dans leurs opérations stratégiques au départ par des vues de décision, ça c'est très bien. En revanche, de foutre des armes dans les mains d'une IA, je crois pas que ce soit la meilleure des solutions, surtout à l'heure actuelle. Et surtout si on veut commencer à faire confiance à des programmes de type chargé encore pété. Alors là, c'est mort. Parce qu'il y a un autre problème. Je l'ai pas évoqué, et je vais l'évoquer très rapidement parce que je veux surtout pas vous cacher les surprises. J'ai dit tout à l'heure qu'une IA ne voit pas. Mais ça va même c'est même pire que ça. C'est que des fois, une IA peut, ce que l'on appelle halluciner. C'est-à-dire que elle ne voit pas ce qui est la réalité. Elle fait, en fait, un report d'une chose à une autre, qui n'a pas forcément quelque chose à voir. Et ça, c'est un problème de probabilité. C'est pour ça que j'ai dit en tout début que c'est des probabilités. C'est qu'une IA, par définition, se base sur des probabilités. Elle n'est pas là pour réfléchir, comprendre, ça elle ne sait pas faire. C'est des probabilités. Et ça ne tient qu'à ça. Je vous invite à lire le carnet des absurdités, il est gratuit, donc profitez-en. En plus, version française, anglaise, coréenne, vous pouvez le partager, inviter vos amis à aller le lire, il n'y a pas de problème. En plus, les 3 versions sont disponibles en lecture seule, directement sur le site ou au téléchargement. D'ailleurs, j'en profite, si des personnes coréennes, d'ascendance coréenne, qui parlent très bien français et anglais, auraient, je ne sais pas, hein, je lance une bouteille à la mer, hein, mais envie de m'aider à corriger la version en coréen parce que je l'ai traduite avec Google Translate, eh ben, bienvenue. N'hésitez pas à me contacter à administration@infoprosentite.fr. Je vous mettrai ça aussi en description et en commentaire. Et n'hésitez pas à me contacter par rapport à ça si vous avez l'âme d'un bon cœur bienveillant. Voilà. C'était Monsieur Yi. Portez-vous bien, puis à très bientôt. Allez, ciao.